Yosei-Oh est ce que l'on qualifiera plus tard d'isekai. Ici, le héros se nomme étrangement Jack, malgré le fait qu'il semble japonais, et c'est un jeune homme à la santé extrêmement fragile, actuellement en cure de repos à la campagne, loin de Tokyo. Un jour, il bascule dans un monde parallèle de fantasy, où non seulement il retrouve toutes ses forces, mais en plus, il apprend qu'il est la réincarnation du roi des fées. En compagnie d'une sorte de daim anthropomorphique, il va devoir mener une quête qui le conduira face à la reine des elfes noirs. Yosei-Oh, littéralement le roi des fées, est d'abord un court manga en un volume paru en 1978. Et ouais, l'anime n'aura été réalisé que 10 ans plus tard, et on se demande bien pourquoi. D'autant plus que c'est loin d'être une œuvre ultra connue non plus, même si son auteur, Ryoko Yamagishi, a eu un certain succès, elle, sachant qu'elle est plutôt spécialisée dans les histoires courtes. Auteur de shoujo, on se retrouve donc en face d'un animé qui en reprend les codes, d'abord graphique. Les traits sont plutôt fins et délicats, et s'accordent bien avec l'ambiance héroïque fantasy dont il est question ici. De la romance aussi, à la fois hétéro et homosexuel. Mais rien de clairement explicite, si le yaoi vous dérange. Adapté de 100 pages en un unique OVA de 60 minutes, c'est toujours un pari risqué. Aussi, un certain nombre de personnages ont dû passer à la trappe pour se focaliser sur l'essentiel. Ça se regarde. Je ne suis pas vraiment le public visé, mais je ne me suis pas ennuyé pour autant. Yosei-Oh a pour lui son esthétique globale, et un twist sur la fin plutôt intéressant. Depuis que les différentes nations se sont unies sur la bannière de la Fédération terrienne, l'humanité a fait un grand bond en avant dans l'exploration spatiale, et plusieurs planètes ont déjà été colonisées. Pour assurer la sécurité de ses citoyens, la Fédération fait appel à l'infanterie mobile, puissant corps d'armée dont les soldats sont équipés du meilleur matériel possible. Des exo-armures permettant à un homme isolé de faire le travail de tout un régiment classique. On suit le parcours du jeune Johnny Rico, qui s'inscrit dans l'armée dans le but de devenir pilote, mais finira par rejoindre l'infanterie mobile. Au-delà des domaines de l'humanité, une espèce inconnue et menaçante, les arachnides, fait son apparition. Il revient en force terrienne de l'annihiler. Si tout le monde connaît le film américain, tiré bien évidemment du roman, 1959 tout de même, l'adaptation nippone, sortie un an après le décès de Heinlein, est passée plus qu'inaperçue. Ça va être très court. Si dans les grandes lignes l'anime reprend les bases du roman, là où ce dernier proposait un véritable fond, on y parle beaucoup de politique ou d'idéologie, ici c'est du pur divertissement. On a en quelque sorte réalisé une version light qui va surtout se focaliser sur la vie quotidienne du héros principal et quelques combats de mecha. Vu sous cet angle, c'est un dessin animé plutôt anecdotique, qui se laisse tout de même regarder, mais j'ai trouvé le dernier épisode manquant un peu trop d'intensité. Et la réalisation est quand même décevante pour une série d'OVA de 1988. Si on compare par exemple avec Gundam 0080, sorti seulement un an plus tard. Et avec un chara-design assez simpliste. Niveau bande-son, les chansons, qui sont toutes en anglais, sont très bien, mais les BGM font vraiment trop stagiaires qui découvrent le bon tant pis. Alors, curiosité, les épisodes 1 et 2 ont droit à un opening A, les 3, 4, 5 un opening B, ok, et le dernier épisode récupère l'opening A. Le cast est de qualité, on retrouve notamment Akira Kamiya ou Hirotaka Suzuki. Petite anecdote, le design des mecha armures avait été créé dès 1980, on pouvait d'ailleurs les apercevoir dans les Daikon 3 et 4, en 81 et 83. Si vous n'avez rien d'autre à voir, pourquoi pas, mais ce n'est clairement pas un indispensable, même s'il n'a aucun défaut rédhibitoire. Guy est un pirate de l'espace qui parcourt la galaxie avec sa compagne Leila, à bord de son vaisseau, à la recherche de trésors et d'aventures. Qui a dit Cobra? Alors, y a de ça, très clairement. Sauf que les péripéties de l'homme au Psychogun sont autrement plus passionnantes. On va commencer par le point fort de l'anime, le chara design. Alors, monster design inclus, il est splendide.
mais j'avoue ne pas pouvoir être totalement objectif, Yorihisa Uchida étant probablement mon caractère designer préféré, avec Shingo Araki quand même. Uchida est d'ailleurs également l'auteur de Guy, mais il est bien plus doué pour dessiner qu'inventer des histoires. Alors, non pas que ce soit sans rythme, au contraire, mais on ressent juste un terrible manque d'originalité. Et puis, le premier épisode est largement abreuvé en scènes de sexe bien explicites, trop longues, et qui viennent ralentir la progression du scénario. Le second ne compte qu'une, totalement gratuite, mais qui a le mérite de ne pas durer trop longtemps. Et j'aborde le, entre guillemets, souci principal de Guy, enfin, tel que moi je l'ai ressenti en tout cas. On a un cast plutôt prestigieux, alors ce ne sont pas des seiyuu de seconde zone, hein. Guy est notamment interprété par Koichi Yamadera, et Leila par Kazue Ikura. Alors, Kazue Ikura est avant tout connue pour un seul gros rôle, Kaori Makimura dans City Hunter. Et ici, elle garde exactement la même voix et manière de jouer. Alors, il faut dire que Leila a un caractère très proche. Mais résultat, chaque fois que Leila ouvre la bouche, pour parler, je ne peux m'empêcher d'imaginer Kaori à la place. C'est assez perturbant. Le générique du premier épisode est très bon. Celui du deuxième, il faut aimer la chanson de doubleur. S'il n'avait pas sa qualité de réalisation, je ne vous le conseillerais sans doute pas. Mais à voir au moins une fois. C'est ni un ratage, ni un chef-d'œuvre. Les Magical Girls, c'est vraiment pas ma came. À part Cutie Honey, mais bon, j'ai du mal à le faire rentrer dans cette catégorie. Mais celui-ci est intéressant pour son histoire, et puis un seul OVA, c'est bien plus digeste qu'une série télé de X épisodes. Lala fête les 10 ans du studio Pierrot, qui, tout comme la Toei avec les robots dans les années 70, a régné en maître sur le genre des Magical Girls dans les années 80. Cet animé fait ainsi suite à Crème Mami, Pelchia, Magical Emi et Pastel Yumi. Les 4 ayant été réunis dans un OVA spécial d'ailleurs. Mais part sur d'autres bases. Pierrot fera aussi Fancy Lala en 98. Vous aurez remarqué que le titre est très proche, de quoi confondre aisément les deux animés. Mais il faut savoir que certaines idées de cette OVA seront reprises pour la future série. Ce n'est pas très clair, mais il se pourrait bien que Fashion Lala ait été envisagée initialement comme une série télé, mais des plannings trop chargés, notamment Akemi Takada qui signe le car design, semble avoir obligé le studio à se contenter d'un one-shot. Toutefois, Lala est bien considérée comme la 5e Magical Girl officielle du studio. Le personnage de Lala et son univers ont été créés en partenariat avec le fabricant de papeterie Seika, que tous les écoliers du Japon connaissent, et a été commercialisé entre 86 et 88. Et c'est bien ce qui va causer problème. Suite à divers rachats et fusions de sociétés, Sunstar, qui a absorbé Seika, n'a pas le droit de réutiliser ses personnages. Ce qui fait qu'hormis la sortie initiale de l'OVA en 88, en VHS et Laserdisc, il n'a jamais été réédité en DVD ou dispo en streaming, et risque de ne jamais l'être. Après, au niveau de l'anime en tant que tel, qu'est-ce que ça vaut? Alors, Miho, l'héroïne, est une sorte de pseudo-Cendrillon dans un pays qui semble être sud-européen, mais dont les policiers arborent l'uniforme de la police américaine. C'est pas le Japon en tout cas. L'ambiance est plus adulte que les Magical Girls précédentes, avec des personnages qui commettent des actes de délinquance, ou le maire de la ville qui entretient une jeune maîtresse. Il n'y a pas de séquence de transformation, ou plutôt elle n'est pas montrée à l'écran, et en plus elle n'arrive que dans les 10 dernières minutes. Le rêve de Lala étant de devenir designeuse de mode, mais là, non seulement elle crée des robes, mais devient également le mannequin qui les porte. Ça se regarde, mais j'ai absolument pas compris la fin. Je retiens surtout l'aspect musical avec 2 très bonnes chansons, sur 4, les 2 étant correctes sans plus. Les BGM, elles, sont signées Kenji Yamamoto, surtout connu pour ses plagiats sur Dragon Ball. Lala change de ce qu'on voyait habituellement jusque-là. Aussi mérite-t-il qu'on y jette un coup d'œil. L'anime est facilement trouvable sur YouTube.
got some